Bonjour, je vais commencer aujourd'hui dans ce lieu magnifique par vous faire une lecture d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence. Anne Rice, c'est une autrice qui a réinventé le mythe du vampire en nous mettant pour la première fois dans la peau du monstre. Elle a humanisé, pour ainsi dire, le vampire. Et effectivement, cette série Entretien avec un vampire, qui a été publiée dans les années 70, eh bien, elle commence par la confession de Louis de Pointe-du-Lac, un vampire qui est dans cette condition depuis 300 ans et qui lutte entre sa part monstrueuse et sa part d'humanité. Un soir, il va convoquer un journaliste pour lui dire qu'il veut lui raconter l'histoire de sa vie, tout simplement. Le journaliste n'y croit pas vraiment, il pense que c'est un canular. Et bien, c'est comme ça que commence ce roman, sur la rencontre de ce journaliste et de ce vampire dans une chambre d'hôtel. C'est le tout début de la saga des Chroniques de vampires d'Anne Rice, et ce sont les pages que je vais vous lire maintenant. « Je vois, dit le vampire songeur. Puis il traversa la pièce lentement pour se poster devant la fenêtre. Il resta ainsi un long moment, éclairé par la faible lueur qui émanait de Divisadero Street et des phares des voitures qui y passaient. À présent, le jeune homme distinguait plus clairement le mobilier de la pièce, la table en chêne ronde, les chaises, un lavabo fixé au mur, surmonté d'un miroir. Il posa son porte-document sur la table et attendit. « Combien de bandes avez-vous apporté » demanda le vampire, se tournant légèrement et donnant à voir son profil au jeune homme. « Assez pour recueillir l'histoire d'une vie ?»« Bien sûr, si la vie en question en vaut la peine. Quand j'ai de la chance, j'arrive à interviewer jusqu'à 3-4 personnes par nuit, mais seulement si leur histoire est digne d'intérêt. C'est logique après tout, vous ne pensez pas ?» « D'une logique implacable, » répondit le vampire. « Dans ce cas, je souhaiterais vous raconter l'histoire de ma vie. J'y tiens, réellement. »« Parfait, » dit le jeune homme, qui s'empressa de sortir son magnétophone du porte-document, procédant à une rapide vérification de la cassette et des piles. « Je suis vraiment impatient d'entendre les raisons de vos croyances, vos explications sur... »« Non, » l'interrompit le vampire. « Nous ne pouvons pas commencer de cette manière. Votre équipement est-il prêt ? » « Oui, » lui assura le jeune homme. « Bien. Alors asseyez-vous. Je vais allumer le plafonnier. Mais je croyais que les vampires n'aimaient pas la lumière. Peut-être que l'obscurité serait plus propice. » Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Le vampire l'observait, dos à la fenêtre. Le jeune homme ne discernait plus son visage, et il y avait quelque chose de troublant dans cette silhouette immobile. Il s'apprêta à prendre la parole, mais se ravisa. Puis il poussa un soupir de soulagement lorsque le vampire s'approcha de la table et tendit le bras pour tirer la cordelette du plafonnier. La pièce fut soudain inondée d'une lumière jaune éclatante. Le jeune homme, levant les yeux vers le vampire, ne put réprimer un hoquet d'effroi. Il retira brusquement ses doigts de la table et en agrippa le rebord. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Puis il resta sans voix, dévisageant le vampire. Il avait la peau parfaitement blanche et lisse, comme sculptée dans de l'os, et son visage semblait figé, pareil à celui d'une statue, à l'exception de ses yeux verts étincelants, deux flammes au milieu d'un crâne qui fixait intensément le jeune homme. Le vampire lui adressa un sourire presque mélancolique, et le masque lisse et blanc de son visage prit vie, formant des lignes infiniment souples, mais d'une grande simplicité, telle celle d'un personnage de dessin animé. « Vous voyez » demanda-t-il d'une voix feutrée. Le jeune homme tressaillit, levant la main comme pour se protéger d'une lumière aveuglante. Il promena lentement ses yeux sur l'élégant manteau noir taillé sur mesure qu'il n'avait qu'entrevu dans le bar, les longs plis de la cape, le cordon de soie noire noué autour du cou et l'éclat du col, aussi blanc que la chair du vampire. Il scruta aussi sa chevelure noire ondulée, ramenée en arrière et dissimulant la pointe des oreilles, ses boucles qui effleuraient à peine les bords du col blanc. « Bien. Voulez-vous toujours que nous ayons cet entretien ?» demanda le vampire. Le jeune homme avait déjà la bouche ouverte avant qu'un son n'en sorte. Il hocha la tête. « Oui », finit-il par articuler. Lentement, le vampire s'assit en face de lui, se pencha en avant
et lui dit doucement sur le ton de la confidence « N'ayez pas peur, lancez la bande ». Puis il tendit le bras par-dessus la table. Le jeune homme eut un mouvement de recul, la sueur perlait sur ses tempes. Le vampire s'avança, posa une main ferme sur son épaule et lui dit « Croyez-moi, je ne vous ferai aucun mal. Je tiens à saisir cette opportunité que vous m'offrez. Elle a plus d'importance à mes yeux que vous ne pouvez encore l'imaginer. Commencez, je vous prie. » Il retira sa main, se rassit et attendit, parfaitement calme. Le jeune homme s'accorda encore un instant pour s'éponger le front et la lèvre supérieure à l'aide d'un mouchoir, puis il balbutia à son hôte que le micro était intégré au magnétophone, appuya sur le bouton et l'informa que l'appareil était en marche. « Vous n'avez pas toujours été un vampire, n'est-ce pas ?» commença-t-il. « Non. J'avais 25 ans lorsque je suis devenu vampire. C'était en l'an 1791. » Voilà, si vous voulez connaître la suite, il faudra vous plonger dans les chroniques de vampires d'Anne Rice, et je pense que vous ne serez pas déçus. Très bien, maintenant, après les chroniques des vampires d'Anne Rice, j'ai envie de vous parler d'un autre livre qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence, que j'ai lu quand j'avais 17 ans, et qui se passe en grande partie ici, à Versailles, et notamment dans la Galerie des Glaces. Il s'agit de L'Allée du Roi, de Françoise Chandernagor, qui est un roman historique. C'est la biographie rêvée, romancée de Madame de Maintenon, une des maîtresses de Louis XIV et son épouse secrète. Ce roman écrit par Françoise Chandernagor m'a montré le pouvoir presque magique, médiumnique de la littérature, comme quoi un auteur ou une autrice pouvait devenir un autre personnage entièrement. Ce roman est écrit à la première personne et lorsqu'on le lit, on a l'impression de ne pas lire, mais d'écouter Madame de Maintenon à travers les siècles nous parler au creux de l'oreille, dans une langue magnifique qui est celle du XVIIe siècle, que Françoise de Chandernagor a entièrement recréée. Et je vais vous lire un extrait de la fin de ce roman, en fait, la fin du règne de Louis XIV. La première partie était très lumineuse, pleine de joie, pleine de fêtes. La deuxième partie du règne était beaucoup plus sombre, pleine de guerre, de famine, la révocation de l'édit de Nantes qu'on a parfois aussi attribué à Madame de Maintenon, et également le début de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire, un froid qui s'est emparé de la France et de l'Europe, dont je me suis beaucoup inspiré pour ma saga Vampiria, étant donné que dans Vampiria, j'ai imaginé que cet âge glaciaire durait jusqu'à nos jours. Eh bien, je vais vous lire maintenant le début de l'âge glaciaire, vu par les yeux de Madame de Maintenon et la plume de Françoise Chandernagor. On y va. Enfin, nos places étaient abandonnées, la France découverte de tous côtés et nos ennemis entre nos armées et nous. Tout le nord du royaume fut en un moment investi et réduit au pillage. Les Allemands poussèrent l'insolence jusqu'à lancer un détachement de 20 officiers qui parvint aux alentours de Versailles. Ils avaient dessein de prendre quelques princes du sang, mais ne prirent que du menu fretin, du courtisan qui y musardait, et se retrouva en Flandre avant de savoir comment. Cependant, le roi ne désespérait pas. Il ne me pouvait communiquer la moindre partie de son courage, mais je ne pouvais lui inspirer la plus petite partie de mes craintes. Résolu à ne pas traiter, il retira le commandement des armées à Vendôme, rappela son petit-fils à la cour et mit Villars en leur place, avec mission de rallier les troupes qui se débandaient. Alors Dieu, qu'une telle résistance irritait, frappa plus fort. Nous avions déjà la guerre, nous eûmes la famine. Un froid, comme on n'en voit pas une seule fois en un siècle, s'étendit sur le pays. L'eau de la reine de Hongrie et les liqueurs les plus spiritueuses cassaient leurs bouteilles dans les armoires des chambres à feu. La glace prenait tous les fleuves et la mer. La terre gelait dans ses profondeurs, ne laissant pas un fruit et faisant mourir tous les arbres, les oliviers en Provence et en Languedoc, les châtaigniers en Limousin, les noyers par toute la France. Les spectacles cessèrent, on ferma les collèges. Les artisans ne travaillèrent plus, tout commerce s'interrompit. Les loups s'enhardirent jusqu'à venir aux abords des villes. Ils dévoraient les courriers et les marchands qui se hasardaient encore à circuler. Les gens du peuple mouraient de froid, comme des mouches. Le pire, cependant, était encore à venir. Dès le mois de février de cette année 1709, on sut que la plus terrible disette nous menaçait, car la gelée avait entièrement perdu la récolte de blé de l'année. En mars, le blé commença d'enchérir. Son prix doublait tous les jours. Dès avril, le scorbut était à l'Hôtel-Dieu et aux Invalides. On disait que c'était le prélude de la peste.
les moulins s'arrêtèrent, et les plus heureux commencèrent à manger du pain d'avoine. L'année de Flandre vivait au jour la journée, ramassant du seigle où elle le pouvait. À la cour, j'eus sur ma table du pain d'orge et des œufs pour tout potage, car le froid avait détruit les légumes et jusqu'aux racines. Mais les pauvres n'avaient rien. Ils étaient noirs de faim et on jetait des enfants mourants dans mon carrosse. On contait alors à la cour la douloureuse histoire d'une femme qui avait volé un pain à Paris dans la boutique d'un boulanger. Le boulanger voulut l'arrêter et elle dit en pleurant « Si on connaissait ma misère, on ne voudrait pas m'enlever ce pain. J'ai 3 petits-enfants tout nus. » Le commissaire devant lequel on avait conduit cette femme lui dit de le mener chez elle. Il y trouva 3 petits-enfants empaquetés dans des haillons et assis dans un coin, tremblant de froid comme s'ils avaient la fièvre. Il demanda à l'aîné « Où est votre père ?» L'enfant répondit « Il est derrière la porte. » Le commissaire voulut voir ce que faisait le père derrière la porte, et il recula, saisi d'horreur. Le malheureux s'était pendu dans un accès de désespoir. Pareille chose arrivait tous les jours. Voilà, donc c'était la lecture d'une partie de L'Allée du Roi de François Chandernagor, un ouvrage que je vous recommande chaudement.